Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau webinaire. Alors aujourd'hui les intentions seront portées sur le PIB britannique et le discours du gouverneur de la Banque du Canada cet après-midi. Alors Banque du Canada qui décidera de ses taux aujourd'hui. Il y a eu déjà, pour vous rappeler, deux hausses des taux depuis le début de l'été, une en juillet, une en début septembre. Est-ce qu'il y en aura une troisième? Ça semble un petit peu rapide quand même comme rythme. Après, ça reste possible, mais voilà. Est-ce qu'on aura une troisième hausse des taux malgré le fait qu'on a quand même une bonne inflation, hein, une très bonne inflation, une très bonne croissance, un taux de chômage qui baisse et qui s'approche de 5%. Bref, on a les indicateurs qui sont dans le vert. Donc en soi, il n'y a pas vraiment d'un point de vue macroéconomique de raison pour ne pas avoir de hausse des taux, mais étant donné que c'est quelque chose après une politique monétaire globale qui a été plutôt généreuse. On est dans une phase où les banques ont plutôt comment dire sont plutôt dans une phase de durcissement ou alors en fin de politique monétaire accommodante et c'est un petit peu l'expérimentation. Donc voilà, ils y vont progressivement à l'image de la Fed, hein, qui n'y va pas plus de 3 hausses des taux depuis par an. Donc on en a eu une qui a commencé il y a 2 ans, une autre l'année dernière, trois autres cette année, probablement trois et probablement deux autres l'année prochaine, au minimum deux autres. Voilà, donc on a comment dire une banque du Canada qui décidera de cet aujourd'hui. Personnellement, ça me semble peu probable qu'on ait une hausse des taux. Après, tout reste possible, hein. C'est comme je l'ai dit, hein, les indicateurs économiques sont très bons au Canada, donc voilà, ça reste possible. Maintenant, est-ce qu'elle n'attendra pas plutôt sa prochaine décision des taux qui aura lieu, il me semble, en décembre? Pour moi, décembre, ça me semble un peu plus probable. Voilà. Et sinon, donc, ce matin, on a le PIB britannique. Alors, on commence tout de suite par l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte de capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, résumé des séances américaines et asiatiques. On a eu le DXY hier qui était à plat, donc on est toujours sur la ligne de coup. Elle est légèrement dépassée cette ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée. On va voir ça juste après. Mais voilà, on n'a pas vraiment de momentum. On l'a vu, hein, plus 0,02%, il y a quasiment rien. Le Dow qui progresse. Voilà, le Dow qui est l'indice américain qui surperforme depuis la fin de l'été, depuis début septembre, clairement. S&P, Nasdaq, Lever Technologies qui marquent leur retour, plus 0,18%. Les rendements obligataires, marché obligataire américain qui recule, ce qui veut dire qu'il est vendu. Et donc ça fait monter le rendement du 10 ans qui augmente de 5 points de base hier, ce qui est plutôt énorme et ce qui justifie, ce qui image un petit peu l'appétit pour le risque qu'il y a en ce moment. Je vous rappelle, hein, juste pour information, on va voir ça juste après, mais le Dow fait près de 5% depuis le début du mois. C'est incroyable. Imaginez que le Dow fait 5% en un mois, c'est beaucoup. Alors que le S&P en fait à peine 2, il me semble. Donc voilà, on va voir ça juste après. Le yen, plus 0,28. Le gold qui recule. On a le marché actions qui sont dans un ordre mitigé ce matin dans la science asiatique. Le Hang Seng qui progresse suite à la réélection euh, du, euh, de, du Parti communiste chinois. Donc on a un nouveau mandat de 5 ans pour Xi Jinping. Qui a débuté, qui débute actuellement. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour les marchés qui voient une politique réformatrice et un plan d'investissement qui pourrait être mis en place et même comment dire accentué. Alors le calendrier économique. Voilà, donc on a le PIB comme on peut le voir ici qui sera publié dans 1 h et 22 minutes. Donc précisément PIB à 10h30, heure française. En attendant, à 10h, on aura l'enquête IFO. Cette nuit, on a eu de l'Australie l'IPC qui a été en repli, on peut voir, alors que le marché tablait, le consensus tablait sur l'atteinte de l'objectif à 2%, et bien il a été publié en repli, ce qui a accentué la baisse de la UD, comme on va le voir euh, dans un petit instant. Donc ensuite, après le PIB britannique, nous aurons quelques chiffres sur les commandes américaines à 14h30, mais ce sera surtout à 16h la décision des taux qui sera importante tout simplement
cet après-midi. Voilà. Et ensuite, et bien évidemment, stock de pétrole brut, cette nuit, la balance commerciale, qui est un élément extrêmement suivi pour le NZD. Alors, je regarde un petit peu les questions. Alors bonjour François, bonjour Didier, j'espère que vous allez bien. Luc, que je salue également, Emmanuel, salut Valentin, alors salut Bruno, AUD, USD a franchi sa MM 200 à la baisse, plus un petit mot sur l'euro UD. Oui exactement, la UD USD a atteint son, comme dans l'article que j'ai écrit hier soir, hein, AUD USD atteint un moyenne mobile 200 jours, on est également sur un pivot mensuel, donc on est sur potentiellement je pense un niveau où le cours pourrait rebondir à court terme. Mais voilà, mon biais il est baissier pour le moment sur la UD. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à vous, rebonjour à vous François. Euh, alors, tac tac tac. Alors donc on a, excusez-moi, le DXY qui est juste ici. Le DXY, on a cette ligne de coup qui est aux alentours des 93,60, 93,70. On peut voir, ça dépend où on la prend. On a si on la prend au prix de clôture ou si on la prend au mèche. Au mèche, la ligne de coup n'est pas encore validée. Voilà. Donc là, moi je l'ai pris au prix de clôture. Parce que je préfère les prix de clôture, mais il y en a qui vont le prendre aux mèches et à la mèche, elle est à 94 points. Donc pour moi, cette ligne de coup n'est pas encore cassée, n'est pas encore validée. Je préfère rester prudent sur les signaux et les filtrer. Je ne dirais pas un maximum possible si on n'a aucun signal, mais au moins ne pas se précipiter. Donc si on a une cassure de 94 qui est un seuil psychologique et ce qui sera pour tout le monde la ligne de coup au maximum. Il y en a qui vont la prendre comme moi à 96,62. Il y en a d'autres, en tout cas chez DIFX, qui la prennent à 94. Donc au moins, si on casse 94, plus personne ne pourra dire que la ligne de coup n'a pas été validée. Donc voilà, on garde le bénéfice du doute. On reste pour un moment neutre. On peut voir en plus qu'on n'a pas eu un momentum de folie hier. Donc voilà, comme vous savez, ce que j'attends lorsqu'il y a un breakout, c'est un momentum. Et hier, il a été absent. Donc pour le moment, la ligne de coup n'est pas validée. Le DXY, je reste pour un moment encore neutre. Voilà, tout simplement. L'or, l'or qui recule et qui selon moi viendra chercher sa moyenne mobile à 200 jours d'ici les prochaines séances en attendant la Fed qui s'exprimera donc mercredi prochain, voilà, c'est la prochaine décision des taux de la Fed qui bien évidemment seront inchangés, hein. La probabilité est de même pas 1%, probabilité d'une hausse des taux pour le mois de novembre, donc voilà, mais c'est surtout le ton adopté qui sera suivi. Et en amont, lundi 30 octobre, nous aurons l'inflation PCE qui sera publiée. L'inflation PCE américaine qui est extrêmement suivie par les gouverneurs de la Fed. Donc voilà. Je pense que d'ici lundi, le cours peut venir chercher sa moyenne mobile à 200 jours, mais ça m'étonnerait qu'on casse cette moyenne mobile avant l'inflation PCE. Voilà. Donc moi je suis baissier sur l'or et c'est pour cela, en plus de la faible inflation, l'inflation qui a ralenti en Australie, eh bien elle est accentuée par le repli de l'or. Parce que comme vous le savez, le dollar australien et le cours de l'or sont corrélés. Donc là, on vient chercher un moyen mobile à 200 jours. On a des pivots mensuels ici. On peut voir qu'on a touché le premier support. Donc voilà, là on a un support qui est important. Si on a une clôture journalière en dessous de cette moyenne mobile à 200 jours, qui est actuellement à 0,77. Donc si on clôture en dessous de 0,77, ça sera un signal baissier. Un signal baissier jusqu'à 0,76, 70. Donc un prochain objectif, un prochain support qui est relativement proche. Mais ensuite, en cas de validation de l'épaule à épaule inversée du DXY, on peut clairement imaginer un dollar australien qui va se replier beaucoup plus bas. Pourquoi? Eh bien, même si l'AUD arrive, même si l'Australie arrive à atteindre l'inflation à 2%, il y a de fortes chances que le dollar australien soit impacté par le repli de l'or. Parce que oui, si le DXY valide son épaule à épaule inversée, c'est à mon avis parce que le ton adopté par la Fed sera plutôt hawkish, confiant, et donc forcément ça va faire grimper le dollar au dépit de l'once. Donc voilà, même si les chiffres macro s'améliorent en Australie d'ici les prochaines semaines, prochains mois, si le DXY confirme son épaule tête épaule inversée, on aura une pression sur le dollar australien venant du cours de l'or. Donc voilà, ce ne sera pas la paire à acheter si on veut acheter du dollar australien. Si on veut acheter du dollar australien, il faudra le faire face à l'euro. Et là, dans ce cas-là, je réponds à votre question, l'euro AUD sera beaucoup plus intéressant parce que
Si l'euro monte, si le dollar monte, bien évidemment, l'euro sera baissier. L'euro sera baissier, donc ce sera l'opportunité d'acheter cet euro AUD. Bah, donc là, l'euro AUD, on peut voir que l'AUD, bah, clairement, il se replie, ce qui fait grimper l'euro face au dollar australien. Donc voilà, il y a deux scénarios qui s'offrent à nous. Si on part dans l'optique que l'inflation va accélérer en Australie d'ici les prochains mois, on va avoir une spéculation qui va revenir sur le dollar australien. Donc ça fera pression sur le cours. De plus, alors bien sûr là c'est que des si, hein, on peut refaire le monde avec des si, mais pour moi c'est comment dire, c'est ma vision, c'est le scénario qui me semble le plus probable. Donc hausse des taux de la Fed pour décembre et amélioration, accélération de l'inflation australienne. Et dans ce cas-là, ce sera vraiment baissier pour l'euro UD. Ce sera clairement baissier. Ce sera clairement baissier et bah, on viendra chercher la moyenne mobile à 200 jours assez rapidement. Et on ira même par peut-être probablement beaucoup plus bas. Alors, quand est-ce que nous rentrons à la vente? Eh bien, on va attendre une divergence baissière à l'image de celle-ci qu'on avait là. Là, on avait des points hauts de plus en plus bas sur le RSI et sur le coup, on avait des points hauts de plus en plus hauts. Et comme vous le savez, j'ai organisé un webinaire éducatif sur le stochastique et son créateur a dit que les indicateurs de momentum anticipent généralement le prix. Donc voilà, c'est pour ça que les indicateurs de momentum sont pour moi indispensables. Et donc dès qu'on aura une divergence baissière sur l'euro UD, ça sera probablement le moment de vendre la paire. De vendre la paire. Premier objectif sera 1,5. Ensuite la moyenne mobile à 200 jours. Et si on a cassure, eh bien on ira chercher beaucoup plus bas. Voilà, tout va dépendre un petit peu. On peut pas non plus savoir exactement où il va, jusqu'à où il va aller, mais ça c'est déjà deux niveaux qui seront assez solides. Voilà, à court terme, l'euro UD concrètement je reste neutre. Voilà, tout simplement. Je reste neutre. Je pense qu'il y a un potentiel haussier au vu de la mauvaise statistique australienne. Ça peut faire monter encore l'euro UD. Pourquoi pas jusqu'à ce pivot à 1,5310, mais pas plus. Voilà, pas plus, parce qu'on arrive proche d'une résistance importante. Alors bonjour Raymond, son image ok, c'est parfait. Tac, bonjour Alain, Franck, bonjour à tous. Voilà, alors n'hésitez pas si vous avez des questions, moi je continue donc sur les paires majeures. Je continue sur les paires majeures et ensuite on passera sur les marchés actions. Donc l'euro-dollar, toujours dans son range. On a le DXY, faut comprendre que l'euro-dollar il est clairement dicté par le DXY. Bon, demain on a la BCE comme vous le savez, on a un discours de Mario Draghi dont le marché attend des indications sur le futur du QE. Alors qu'est-ce qu'il attend? On a des spéculations sur comment dire, un prolongement du QE mais divisé par deux. Donc je vous rappelle déjà le QE, il avait été prolongé jusqu'à la fin de l'année à d'une hauteur de 60 milliards, donc il était passé de 80 milliards par mois à 60, et donc il pourrait être prolongé d'encore plusieurs mois en 2018 de l'ordre de 30 milliards de dollars. 30 milliards d'euros, excusez-moi. Donc voilà. Après c'est la spéculation, honnêtement, il n'y a aucune annonce qui a été faite officielle, mais voilà, c'est un petit peu ce que le marché s'attend la semaine prochaine. Donc décision des taux, bien évidemment, inchangée. Mais le QE, par contre, il y a des indications qui sortiront probablement de cette réunion monétaire. Voilà. Donc l'eurodoll, il consolide et la stratégie c'est toujours la même. C'est un range trading. Tant que le cours n'a pas clôturé en dessous ou au-dessus, à l'extérieur tout simplement de ce range compris entre 1,1710 et 1,19, la stratégie, elle est neutre. Enfin, c'est un range trading, pardon. Donc, c'est achat en bas, vente en haut. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de cassure. Voilà. Et donc, bon, pour moi, la cassure, elle arrivera probablement avec la Fed le 2 novembre. Donc, la semaine prochaine. La cassure que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein, ça va dépendre du ton de la Fed, et ça personne peut savoir quel ton Janet Yellen va s'exprimer. Par ailleurs, on aura également, cette semaine a priori Donald Trump qui va s'exprimer, qui va annoncer le remplaçant de Janet Yellen. Alors il y a donc le favori c'est Jerome Powell, et ensuite il y a Janet Yellen qui a fortement progressé dans les spéculations. Donc elle est montée
au deuxième rang alors qu'il était quatrième la semaine dernière. Donc voilà, ça se trouve, c'est possible que Janet Yellen ait un nouveau mandat qui lui soit accordé après son fin de mandat qui se terminera en février de l'année prochaine. Voilà, donc ça, cette annonce sera également extrêmement importante. Jérôme Powell, s'il est élu, faut savoir que c'est un gouverneur plutôt neutre. Voilà, il n'est ni pour une politique monétaire accommodante, ni pour un durcissement des taux de façon aveugle. Voilà, il est plutôt, j'ai envie de dire, neutre, tout simplement dans le positionnement des gouverneurs. Donc ce qui serait plutôt une bonne chose pour le marché, eh bien le marché a peur un petit peu, comme vous le savez, d'un d'un durcissement des taux trop rapide, parce que comme je l'ai dit, c'est un petit peu expérimental, et dans le même temps, il faut quand même oser taux, c'est nécessaire. Donc quelqu'un qui a un profil plutôt neutre, eh bien rassurerait le marché. Donc Jérôme Powell ou même Janet Yellen seraient d'excellents candidats pour les marchés en tout cas. Quelle est ma vision sur le dos de la part de Alain? Alors je vais y venir, je fais juste les paires majeures et ensuite je viens sur les marchés actions. Donc GBP USD, on a une baisse, la baisse de la livre avant le PIB britannique. Moi, ce que j'attends encore une fois, je n'ai pas vraiment de vision à court terme, mais ce que j'attends, c'est que le RSI revienne sur ce support-là qui n'a pas été dépassé. Et tant qu'il n'a pas été dépassé, c'est un niveau de support qui est fiable. On peut voir, hein. Donc on a le support qui est là, tracé avec 2 points, et ensuite 1, 2, 3, 4 rebonds dessus. Donc si on a un cinquième, et ben le cinquième se payera, tout simplement. Voilà, donc je ne sais pas où est-ce que le prix rebondira lorsque le RSI sera sur 30. Ça se peut qu'il rebondisse lorsqu'il sera à 1,31 ou même à 1,30. Voilà, ça me semble concrètement possible qu'il aille à 1,30. Aujourd'hui, comme vous savez, c'est le PIB britannique qui dictera un peu le marché. Donc voilà, selon la publication, eh bien ça fera grimper ou baisser la livre. Mais euh, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un potentiel de retour à 1,30 et ensuite le RSI jouera son rôle. Alors Franck qui me demande, je voulais savoir sur la même 200 sur le gold se situe à combien à peu près. Alors la moyenne mobile à 200 jours sur le gold, elle est actuellement à 1264 dollars. 1264 dollars. Alors NZD USD, on a toujours une baisse. On peut voir qu'on a eu la clôture en dessous de ce support. L'objectif, eh bien, il est encore baissier, 0,6870. Tant que la tendance est baissière, encore une fois, hein, par rapport à hier, hein, ce qui a été indiqué, tant que le cours ne remonte pas en dessous de sa moyenne mobile à 20 jours, eh bien, les stratégies vendeuses pourront être exploitées. Si on a une cassure, si on a un retour au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, c'est prise de bénéfice et un changement de tendance pourra être considéré si on a une cassure, la moyenne mobile à 50 jours qui est avec en noir ici devant vous, en petit trait noir, alors que la grosse est là 200 jours. L'USD CAD, voilà, on a la cassure, l'objectif il est haussier jusqu'à 1,2765 comme indiqué hier. L'USD CHF, direction la parité, on est relativement proche. On peut voir que bon, moi c'était un objectif de moyen terme que j'avais. Bon, ça n'a pas été atteint, donc ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir tué. Hein. Mais voilà, on s'y approche quand même assez rapidement, ce que je n'anticipais pas pour être honnête avec vous. Voilà, donc l'USD CHF, par contre l'objectif c'est le même, c'est la parité. Voilà, la parité et même bien au-delà. Si on atteint la parité, à mon avis, il y aura une consolidation, bien évidemment, mais ensuite, je pense que le cours peut clairement revenir plus haut. Hein. Au vu des politiques monétaires, au vu des divergences de politiques monétaires, l'USD-CHF peut clairement revenir un peu plus haut. Et l'USD Yen, bien l'USD Yen qui est revenu à 114, et voilà, l'objectif c'est le même, c'est 115 à moyen terme. Ce qu'il faut regarder plus que cette résistance, c'est cette oblique baissière que j'ai tweeté hier. Donc vous voyez, elle est devant nous hein, depuis des semaines, cette oblique, et on est en plein dedans. On est en plein dedans, on est en dessous, on a des tests, et tant qu'on n'aura pas de cassure, ça limitera le potentiel haussier du dollar face au yen. Si on a une cassure, ça sera un fort signal. Pourquoi? Eh bien parce que cette oblique matérialise une pression baissière depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, le RSI est sous pression à cause de cette oblique. Donc voilà, si on a une cassure, ça indiquera que le marché a cassé une résistance de momentum tout simplement, et donc on passe à un autre niveau, et à un momentum qui va être potentiellement assez bullish.
Donc voilà, si on a la cassure de cette oblique baissière, ce sera haussier jusqu'à 118. De toute façon, moi à moyen long terme, sur le SIN, je suis haussier, au vu, pareil, des politiques monétaires, des divergences des politiques monétaires. Alors on passe sur les marchés actions. Wall Street, alors mon opinion, eh bien mon opinion, il est haussier sur Wall Street, hein. Je trouve ça assez compliqué de vendre Wall Street. Maintenant, attention, faut pas non plus l'acheter à n'importe quel prix et faut pas le trader aveuglement. Donc voilà, faut être conscient du fait que, eh bien, il évolue juste en dessous de son canal haussier dans lequel il évolue depuis le début de cette décennie. Donc depuis, vous voyez, 2010-2011, on est dans ce canal et donc là, on est en dessous, on est juste en dessous. Donc on pourrait avoir un ralentissement de momentum. Je reste haussier. Je reste haussier, mais cette oblique pourrait être une excellente prise de bénéfice. Surtout que le RSI, encore une fois, il atteint une résistance de momentum qui n'a pas été dépassée euh, depuis des dizaines d'années. Cette résistance-là, elle est vraiment très importante. Donc on a un momentum sous résistance historique, presque historique, et on est en haut du canal haussier dans lequel évolue le dos depuis 6 ans. Donc voilà, on a des indicateurs clairement qui sont en surchauffe, qui le sont de plus en plus depuis le début de l'année. Moi, je reste haussier. C'est pas pour autant que je vais shorter le dos tant qu'on n'a pas un retournement de tendance. Et bien, la théorie de dos nous invite clairement à suivre le sens de la tendance. Donc, moi, je reste haussier. Maintenant, si on a un passage en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, qui est à peu près 1000 points plus bas, si on a une casse sur la moyenne mobile à 50 jours, là, il faudra se poser des questions sur une potentielle stratégie baissière. Mais voilà, tant qu'on est au-dessus, moi, je garde mon calme et pour moi Wall Street c'est haussier. En tout cas, c'est difficile de dire qu'il est baissier Wall Street vu les records qu'il inscrit depuis le début de l'année. Donc voilà pour répondre à votre question. On va continuer alors. Alors, pas mal de questions. Bonjour, Draghi est-il responsable de la situation économique? Pourquoi parle-t-il de l'hélicoptère monnaie parfois? Euh, alors, alors, alors déjà Draghi, c'est pas la faute d'une personne, c'est la faute d'une institution, hein. C'est la BCE, hein. C'est pas Draghi qui prend ses décisions tout seul. Ah, c'est le gouverneur, mais il prend pas les décisions tout seul pour la BCE, hein. Donc voilà, il est accompagné, donc faut pas faut pas pointer du doigt Draghi, pardon. Et donc la faute. Alors qu'est-ce que vous appelez la faute? Parce que clairement, la politique monétaire accommodante, la zone euro, on avait besoin ces dernières années. Sans cette politique monétaire, on ne connaîtrait probablement, enfin la zone euro ne connaîtrait probablement pas la croissance qu'elle a aujourd'hui et cette baisse du taux de chômage. Donc ça dépend de quel point de vue nous nous positionnons. Si on part de la dette de la banque centrale, des banques centrales, oui, bien évidemment, la BCE est fortement à une dette plutôt importante. Il me semble que c'est 4000 milliards d'euros de dette. Donc oui, c'est important. Maintenant, ça dépend de quel point de vue. Il y a eu des bénéfices. Est-ce que ça en valait la peine? Ça, écoutez, c'est euh, c'est assez relatif et ça dépend de chaque personne. Voilà. Chacun a son jugement. Moi, honnêtement, je n'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, il y a des chiffres macroéconomiques qui sont en nette amélioration. Voilà. Après, bon, de toute façon, c'est fait. Et, euh, et voilà. Écoutez, c'est difficile de juger une politique monétaire d'un pays, étant donné que voilà, il y a des choses que nous ne connaissons probablement pas. Il y a des enjeux que euh, voilà, il y a plein de choses à mon avis qui sont au-delà déjà de nos compétences probablement et euh, et des choses que nous ne savons pas tout simplement. Pas de réservoir de croissance, inflation bizarre. C'est vrai, Philippe. C'est vrai, probablement à cause du manque de réformes en zone euro. On a une croissance qui est a priori à son maximum, hein, 2,2% pour la zone euro. C'est très très bien, mais ça semble être le plafond, alors que les États-Unis, c'est, je vous rappelle, 3% de croissance. Voilà. Et le Royaume-Uni, pardon, le Royaume-Uni à l'époque, donc il y a quelques années, lorsqu'il n'y avait pas ce Brexit, euh, on était pas loin des 3% également. Donc là, la zone euro, avec ses 4000 milliards de dettes, enfin la BCE qui a 4000 milliards de dettes, qui a une politique monétaire l'une des plus généreuses du monde, on semble avoir atteint un plafond de croissance. Et l'inflation qui semble plafonner, mais ça,
Attention, l'inflation, moi je reste prudent parce que ça semble être un contexte général. Lorsqu'on regarde la Fed, lorsqu'on regarde la BCE, voilà, on regarde un petit peu toutes les zones économiques, on a une inflation qui est en dessous des 2%. Moi, je pense qu'on aura un bond de l'inflation d'ici quelques mois. Je partage un petit peu entre guillemets hein, le point de vue de Jean Yellen dans le sens que l'inflation est un petit peu inexpliquée et relativement basse et que c'est un peu inexplicable. Voilà. Donc moi personnellement, l'inflation, soyons prudents là-dessus parce qu'on a pas mal de facteurs. Il n'y a pas que la monnaie qui fait varier l'inflation. La monnaie, c'est l'une des constantes qui fait fortement varier l'inflation, mais on a également plein d'autres choses. On a dont le pétrole. Et le pétrole, aucune banque centrale peut la contrôler. Alors, est-ce qu'ils se rendent compte qu'avec les partis nationalistes qui auraient pu gagner ces demandes de réforme ne sont probablement pas la solution? euh, alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe, exactement par rapport à cela? Euh, Bah déjà, si les partis nationalistes auraient gagné, on aurait probablement plus de blocage en zone euro. Donc, d'un point de vue des investisseurs, ça aurait fait grimper, ça aurait inquiété déjà les investisseurs de la zone euro, parce que ça mettrait en péril, bien évidemment, la zone, l'union monétaire, et donc la zone euro serait pas probablement vendue. Donc, l'inflation, elle serait déjà énorme. Enfin, là, énorme. C'est un grand mot, hein. Mais en tout cas, elle accélérerait. Et en plus de ça, si par exemple la France sort de la zone euro et de l'Union européenne, l'inflation serait, on repartirait probablement en francs et dans ce cas-là, ça serait une inflation probablement à 7% hein, qu'on aurait. Donc voilà. La moyenne mobile 800 est-elle utilisée par les institutions? Est-elle courante? Alors 800, je ne sais pas à quoi ça représente 800. 200, oui. C'est sûr que 200, elle est utilisée par les institutionnels. Alors, bien évidemment, si vous demandez à une banque, elle ne vous dira pas oui, ni vous dira pas non, parce que c'est confidentiel, c'est des stratégies trading. Mais avant, d'un point de vue historique, tout le monde sait que les institutionnels utilisaient du moins la moyenne mobile à 200 jours et probablement encore aujourd'hui, au vu des réactions du marché sur cette moyenne mobile. Oui, augmentation des populismes depuis la BCE. Alors c'est pas non plus que depuis la BCE, Philippe, hein. Si on regarde d'un point de vue général, on a quand même d'un point de vue une montée du populisme un petit peu partout dans le monde. On a une mondialisation peut-être un petit peu trop rapide, mais après ça c'est un autre débat. On rentre dans la philosophie et voilà, on rentre un. Mais je ne pense pas que la banque centrale, il y a une cause de lien et fait entre la banque centrale européenne et la montée des partis populismes au sein de la zone euro et de l'Union européenne. Bon, ça me semble peu probable qu'on ait une cause de lien et effet. Après, voilà. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour parler de cela. C'est un autre débat un petit peu. On s'écarte un petit peu du sujet de fond qui est les banques centrales. Mais, euh, mais c'est vrai, Philippe, jamais les populismes ont été aussi puissants. Oui, en tout cas, ça fait pas mal de temps. Voilà. Alors, bon, on continue. Donc, Wall Street haussier, Nasdaq haussier, S&P haussier. On peut voir qu'avec ces mêmes canaux qu'on peut tracer donc sur le dos, le Nasdaq et le S&P, on peut voir que le Nasdaq, on a encore une marge de progression qui est encore assez intéressante, tout comme le S&P. Le S&P c'est pareil. Donc, qu'est-ce que nous indiquent ces trois graphiques? Cela nous indique que les grosses caps, parce que le Dow Jones, vous savez, c'est les plus grosses capitalisations boursières. Alors pas que les plus grosses, mais les plus grosses et les entreprises historiques, eh bien on peut voir qu'ils sont vraiment extrêmement achetés et qu'ils arrivent sous une résistance. Donc on pourrait avoir un retour des flux qui passe déjà d'une part de Wall Street à la zone euro. Et en plus de cela, au sein de Wall Street, on pourrait avoir des reflux qui partent des grosses caps pour se diriger vers les moyennes et petites. Donc le S&P et le Russell 2000 pourraient être les prochains grands gagnants. Enfin, en tout cas, je dis simplement qu'ils pourraient superformer le dos à moyen et long terme, au vu des configurations techniques. Surtout que le RSI, bon, bien qu'il soit également sous une résistance de momentum, ce S&P, eh bien on a d'un point de vue du prix, on est assez loin quand même de ce canal, alors qu'il est pris au même point. On a le même canal qui est tracé, et on peut voir que le cours est en plein milieu, alors que sur le dos, il bute sous la résistance. Donc ça invite à freiner les comment dire les, euh, les, les scénarios haussiers
sur le dos, mais plutôt les configurer soit sur S&P si on veut rester sur Wall Street, ou soit sur la zone euro. Voilà, tout simplement. Alors je continue. CAC qui est sorti de son range enfin depuis le début du mois. Il évoluait dans son range entre 5385 et 5350. On y est sorti hier. C'est un signal haussier et direction le précédent plus haut à 5500. Donc là, c'est parti. Pour moi, le CAC ira chercher 5500 d'ici les prochaines séances. Seul facteur qu'il faut garder un œil, c'est bien évidemment les tensions entre la Catalogne et Madrid. Ça, c'est le facteur qui a fait consolider le CAC et les indices européens aussi longtemps. Donc voilà, si on a bien évidemment des tensions qui s'accentuent en Espagne, on aura une configuration qui retournera en range sur les indices européens. Mais sinon, si on exclut un petit peu ce facteur-là que personne ne peut contrôler, on a quand même des statistiques, comme on l'a dit, qui s'améliorent, une politique monétaire accommodante qui va potentiellement être poursuivie l'année prochaine, ce qui devrait soutenir les indices boursiers, et donc le CAC 5500, ça me semble largement possible avant la fin de l'année et avant d'ici un mois, tout simplement. Donc CAC direction 5500. À court terme, comme vous avez pu remarquer depuis aujourd'hui, enfin depuis hier, j'utilise les points pivots mensuels, voilà, pour changer un petit peu. J'aime bien un petit peu changer pour pas tomber dans une routine non plus. Voilà. Et donc on peut voir que la première résistance, elle est aux alentours des 5425. 5425, c'est la première résistance. Le dos, c'est parti. Ceux qui ont payé la moyenne mobile à 20 jours, c'est parfait. Le RSI a pu légèrement respirer. Et donc, pour moi, c'est parti pour ce premier R1 mensuel qui est à 13 141. 13 141. Et l'Eurostox c'est pareil, ça se paye, l'Eurostox. Et c'est direction le précédent plus haut, qui est à 3700. Voilà. Le Nikkei me demande Philippe. Alors le Nikkei c'est haussier. Alors aujourd'hui on a une journée de baisse. Après vous voyez un long rallye haussier. C'est normal. Hein. On a une petite prise de bénéfice. On arrive proche des 22 000. On est sous un seuil psychologique, donc c'est tout à fait normal. Tout à fait normal que ça consolide. Enfin qu'on arrive en consolidation. Mais au vu, en tout cas moi j'ai plutôt un opinion baissier sur le yen. Et tant que le yen sera baissier, eh bien vous savez que le Nikkei progressera. Voilà. Donc pour moi le Nikkei, je suis haussier sur les indices japonais. 22 000. Première résistance, la résistance elle est à 22 000 et ensuite ça sera donc tac tac, on en a une autour des 22 500. Alors l'or, comme je l'ai dit, retour à moyenne mobile à 200 jours et le pétrole, eh bien le pétrole il bute sous cette oblique. On peut voir, voilà, le marché semble vouloir dépasser cette oblique, mais tant qu'elle n'est pas dépassée, l'objectif reste le même et le scénario reste le même également. Donc c'est vente sous cette oblique baissière. Si on a une cassure, eh bien écoutez, ce sera parfait. On pourra avoir des stratégies haussières jusqu'à 55 $. Mais tant qu'on n'a pas de cassure, pour moi on a une oblique qui matérialise une pression baissière. Et tant qu'elle n'est pas cassée, ça veut dire que le marché n'est pas prêt tout simplement à, à changer d'opinion sur du moyen long terme. Voilà. Donc pour moi, opinion baissier, direction moyenne mobile à 20 jours, puis les 50 $. Tout simplement. Alors, conviction aujourd'hui, pas vraiment, pas réellement. On a quand même, ça dépend beaucoup du dollar. Le dollar, il est sur un niveau de prix assez important. Donc voilà, je n'ai pas de conviction à donner. En plus qu'on a les stocks de pétrole, on a la Banque du Canada, on a la BOE, on a eu l'AUD qui a beaucoup varié aujourd'hui. Donc en fin de compte, l'euro qui est drivé par le dollar. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on a qui n'est pas drivé par les statistiques macro aujourd'hui? On va avoir du yen, du CHF, du NZD, mais vu la tête du NZD, ça se short. Le yen, ça se short. Le CHF, ça se short. Donc voilà, pas de conviction aujourd'hui pour ce point de marché. Peut-être demain, en tout cas je l'espère. Hein. Mais voilà, là, en regardant le marché, honnêtement, il n'y a rien qui m'inspire, donc je ne préfère rien vous donner. On peut faire par contre un petit suivi des scénarios. Donc le CAD yen qui respire assez bien. Je garde mon opinion haussier jusqu'à 91,64. Le CAD CHF qui est
un scénario équivalent au 4 yens. Hein. 4 CHF, direction 0,80, voilà, 0,80, un petit peu en dessous, 0,79, 60. Voilà tout simplement. L'IBEX, on peut faire rapidement un petit tour. Hein. L'IBEX consolidation, faut pas oublier que tant qu'il y a des tensions, eh bien, il reste sous pression. Mais dès que les tensions vont, comment dire, s'effacer, vont disparaître, on aura probablement, en tout cas c'est ce que j'espère, parce que, enfin, faut pas non plus mettre d'émotion dans le marché, mais ce que je pense, c'est que l'IBEX rattrapera son retard qu'il a pris avec les marchés européens. Et si on regarde le retard, tac, regardez un petit peu le NZD sur 5 jours. 5 jours, il perd près de 4% face au dollar. Donc ça va permettre de soutenir l'inflation en Nouvelle-Zélande. Et là, on peut voir qu'on n'a pas vraiment de tendance. Vous voyez, yen, à part le CHF qui a la UD qui a baissé cette nuit, mais on regarde le yen, c'est à plat, le CHF, c'est à plat, la UD, le GBP, l'euro, bref, on n'a pas vraiment de tendance sur les marchés en ce moment. Enfin, en tout cas, sur le marché du Forex. Et donc, on regarde, on va mettre le CAC 40, non, l'IBEX déjà. L'IBEX, depuis le début de l'année, on va le comparer au DAX, CAC 40 et au MIB. Alors, petit code couleur, DAX en rouge, CAC en bleu et MIB en vert. Et en jaune, bien évidemment, c'est l'indice espagnol. Donc on peut voir que ici, on a eu un début de rallye haussier sur les marchés actions européens, mis à part l'IBEX qui était pénalisé bien évidemment par l'annonce du référendum catalan, l'annonce qui avait eu lieu en août, pour une organisation le 1er octobre. Le 1er octobre, on peut le voir, on a eu cette forte baisse, depuis ça consolide. Alors que le marché action, bah, ils sont plutôt orientés à la hausse, le marché action européen. Et on peut voir qu'il y a un spread qui est en train de s'écarter. Qu'est-ce que c'est le spread? C'est un écart en anglais, et c'est l'écart entre les indices de la zone euro et l'IBEX. L'IBEX reste à plat, alors que les indices progressent, et donc on a un écart qui augmente. Et cet écart, faut pas oublier qu'il sera rattrapé à un moment ou un autre. Or, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans un an. Tout va dépendre de l'évolution, et bien, du dossier espagnol, du dossier entre la Catalogne et l'Espagne. Donc voilà, tout va dépendre de quand est-ce que ce problème sera résolu. Euh, et donc dès qu'il sera résolu, il faudra s'attendre à une forte progression, je pense, de l'IBEX, de l'ordre de ce qu'on voit un peu à Wall Street actuellement. En tout cas, mon objectif, il reste le même. Hein. Moi, vous savez que je vise sur les pays un petit peu en tac tac tac. Moi, ce que je vise sur les indices de la zone euro, c'est déjà, dans un premier temps, qu'ils rattrapent leur sommet de 2015. Donc le CAC, il a été fait, si on regarde en hebdomadaire, le CAC, bah, ce sommet-là, il a été, non, pardon, on est en 2017. En 2015 ici, ce sommet a été dépassé en 2017. Sur le DAX également. Sur l'Eurostox, on y est presque. Vous voyez, 2015. Donc moi, c'est ce sommet-là que je vise pour les prochains mois. Donc 3800. Pour moi, c'est le premier potentiel haussier, c'est le minimum qu'on atteindra d'ici les prochains mois. Quand je dis prochains mois, c'est d'ici 6 mois. Ça me semble largement possible que, eh bien, que l'Eurostox prenne 10%. Parce que entre aujourd'hui et les 3800, on a 7, c'est 8%, 7%. L'IBEX, le sommet 2015, il est là. On a environ 15% à s'attendre sur l'IBEX. Alors, pas à partir d'aujourd'hui, mais dès qu'encore une fois que le problème avec la Catalogne sera résolu, pour moi, eh bien l'IBEX ira chercher ce niveau-là d'ici quelques mois. Donc environ 12 000. Les 12 000 points. Et le MIB, c'est pareil, sommet 2015, on s'y approche. On s'y approche. On n'a plus que 7% qui sépare le MIB de son sommet. Son sommet qui était aux alentours des 24 300. Voilà, 24 000 points, pardon. Donc MIB 24 000 à long terme, IBEX 12 000 à long terme, CAC, DAX et FR, et l'Eurostox c'est 5 800. Alors ça ne veut pas dire que faut pas acheter le DAX et le CAC à moyen long terme, mais je pense simplement que c'est des indices qui vont sous-performer
le MIB, l'IBEX ou l'Eurostoxx, bien que l'Eurostoxx soit composé, comme vous le savez, à 80% d'entreprises du DAX et du CAC. Mais on a quand même 20% qui viennent d'Hollande, de Portugal, d'Espagne, d'Italie. Donc voilà, on a quand même des constantes. Il y a quand même des constantes qui amènent une potentielle, un indice, qui forment un indice solide, mais également avec une bonne performance. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Voilà un petit peu mon opinion sur du moyen long terme. C'est un petit peu un point de marché résumé de tout mon petit peu mon ressenti sur le marché. Ça a été un peu long, excusez-moi, mais voilà, c'est un petit peu mon feeling. Alors le premier support sur le Nikkei. Alors le premier support sur le Nikkei. Pour un prochain support, eh bien c'est le précédent plus haut, pardon, à 20 480 points. Ça me semble peu probable qu'on revienne sur ce niveau de prix, ou alors ça veut dire qu'on aurait une mauvaise nouvelle, mais mais clairement, pour moi, c'est le premier niveau de support solide, 20 485. D'après point de pivot mensuel, on en a un qui est aux alentours des 21 310. Pourquoi pas? On a 21 000 points également qui est un seuil psychologique, donc pourquoi pas également 21 000? Mais sinon, celui qui sera le vraiment solide pour moi, c'est les 20 000, 20 200, 20 400. Voilà. Donc, je pense que votre question derrière là, c'était où est-ce qu'on peut payer le Nikkei? Eh bien, soit il y a deux stratégies, soit vous payez en breakout ou soit en pullback. Le breakout, ça sera un breakout des 22 000. Sur une clôture journalière au-dessus de 22 000, ce sera un signal haussier direction les 22 500. Maintenant, si vous attendez le pullback, on a différents moyens. Il y a un tas de moyens de chercher les pullbacks. Le premier, moi, qui me vient à l'esprit, c'est le Fibonacci. Et anticiper déjà 38,2%. Donc là, c'est 21 000. Donc 21 000, pour moi, c'est un niveau qui se paye sur le Nikkei à moyen long terme. Au vu de la politique monétaire du Japon et au vu de la réélection du Premier ministre japonais, qui est pour une politique de relance et une politique monétaire généreuse. Donc il y a tout qui justifie une hausse purement du Nikkei, d'autant plus qu'on a des statistiques macroéconomiques qui s'améliorent. Donc la confiance est soutenue. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies, au Bitcoin, à ce que vous voulez, enfin aux cryptos, donc ça reste dans les crypto-monnaies. Donc à 17h heure française, il me semble 17h ou 17h30, non 17h. On parlera entre autres du Bitcoin Gold avec le fork du Bitcoin qui a eu lieu hier, qui a laissé créer une autre crypto-monnaie qui s'appelle le Bitcoin Gold. Donc on parlera de cela. Et voilà, donc pour ceux qui s'intéressent, vous connaissez, ou vous savez un petit peu comment ça fonctionne, vous inscrivez sur le site d'AliFX, calendrier, séminaire en ligne, vous avez le programme qui est actualisé toutes les semaines. Et voilà, donc vous avez juste à vous inscrire. Tac tac tac. Ah, on est 25. Aujourd'hui, il y a un, un webinaire spécial avec Alexandre Baradez organisé par Yoav Nizar. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, ça sera sympathique. Et voilà. Et donc moi, si vous voulez me retrouver, ça sera à ce moment-là, excusez-moi, à 17h pour 30 minutes de Bitcoin, Ethereum, Ripple, ce que vous voulez, tant que ça reste dans les crypto-monnaies. Voilà. Merci à vous et excellente journée.